Alors bonjour à tous. On va attendre quelques secondes de voir que tout le monde puisse rentrer dans la salle. Je vois que ça se fait au fur et à mesure là. Donc il y avait 300 inscrits plus de 300 inscrits à ce webinaire. Et je vois que nous sommes pour le moment 63 participants. Mais on va essayer de rester dans un temps circonscrit, donc jusqu'à 18h30. Donc on vous propose de démarrer. Donc ce webinaire est organisé par l'unité mixte technologique, l'UMT CIBIO. Donc je rappelle que les UMT sont des dispositifs dont l'objectif est de rapprocher la recherche du développement. En l'occurrence, ici c'est l'INRAE et l'ITAB, les deux porteurs principaux, et un certain nombre de participants situés géographiquement dans la basse vallée du Rhône, donc Avignon et Vautron. Et cette UMT est la première UMT bio en France. Elle est consacrée au système horticole en bio, donc autour des questions de recherche appliquées. Et elle a été créée il y a 2 ans, maintenant 2 ans et demi. Notre objectif avec ce qu'on a appelé une controverse qu'on souhaite constructive, et de ne pas rester sur voilà, la bio a des évolutions, ça fait très longtemps qu'elle existe et qu'elle a besoin d'évoluer. Elle est titillée par différentes pratiques, dont le maraîchage sur le vivant, qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit dans les campagnes, et ce qui est intéressant. Beaucoup de maraîchers bio ont des pratiques relatives qu'on peut qualifier liées au maraîchage sur le vivant. Et donc cette controverse a pour objectif de faire un peu le point, et surtout notre objectif c'est d'envisager quelles questions de recherche peuvent se poser pour les acteurs de l'UMT pour au final euh, participer à l'amélioration des systèmes et des pratiques en maraîchage bio pour tous. Alors, on tient à préciser que ce webinaire n'est pas une formation technique. Vous vous retrouvez, on vous en proposera tout à l'heure. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Vous avez dans tous les départements des conseillers de groupements bio, de champs d'agriculture et d'autres structures sur lesquels, évidemment, c'est le premier point, le point d'entrée pour vous. Et notre objectif est vraiment d'envisager des questions de recherche pour notre UMT et plus globalement, bien entendu, on partagera ça avec tous ceux que le sujet intéresse et vous êtes nombreux. Vous êtes notamment sur les 300 inscrits aujourd'hui, visiblement 75 branchés pour le démarrage de ce webinaire. Et petit point, je laisse la place, donc je me suis pas présenté, Lionel Pichon, directeur du GRAB, qui fait partie groupe de recherche nature biologique, situé à Avignon pour le siège, et qui est acteur adossé à l'ITAB pour cette UMT. Et je passe la parole à Blandine de l'ITAB, justement, qui sera co-animatrice avec moi de ce webinaire. Micro, Blandine. Bonjour à tous, Voilà. Blandine Rosiès, donc je suis agronome système à l'ITAB et je vais tenir le rôle de animateur modérateur pendant ce webinaire et aussi maître du temps. Voilà, donc je me permettrai d'interrompre certaines interventions pour permettre à tous, au maximum d'entre nous, de pouvoir participer. Petit point logistique sur le logiciel qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle GoToWebinar. Vianney, est-ce que je peux te laisser préciser en une minute comment ça fonctionne? Oui. Alors, on cherche à être interactif, mais dans un format webinaire, donc on est plutôt avec pas mal d'intervenants. Donc, on va essayer de vous donner la parole, ou du moins reprendre vos questions si il y en a trop, pour en faire des synthèses et poser des questions directement aux intervenants. On va voir si on arrive à vous donner la parole à certains. Donc, vous pouvez poser des questions par écrit, soit on y répond tous ensemble, soit on pourra vous répondre en direct. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je signale que ce webinaire est enregistré pour permettre à ceux qui n'ont pas pu y assister de le voir. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître dans le webinaire, évidemment, ne levez pas la main pour qu'on éventuellement vous donne la parole et que vous soyez enregistré. Et vous aurez des petits sondages, deux petits sondages au cours du webinaire pour avoir un petit peu d'interactivité. Et vous avez aussi des documents à disposition pour voir sur nos 3 intervenants que Blandine va vous présenter, avoir un peu plus de détails.
Merci Vianney. Et donc entrons dans le vif du sujet. Voilà le déroulé qu'on vous propose pour ce webinaire d'1 h 30, donc sur la thématique comment le maraîchage sur sol vivant questionne le bio. Et donc pour cela, on propose une première partie qui donc durera un petit peu moins d'1 heure sur les cheminements techniques, en illustrant cela par la présentation de 3 systèmes maraîchers, donc 3 maraîchers qui ont accepté notre invitation aujourd'hui et on les remercie. Il y a Benoît Lebaube de la ferme de Cagnols, Julien Ronzon de la ferme de la Durette et Jean-Guillaume Gérard pour la scope des pieds des mains. Donc Julien Ronzon qui est à côté de Vianney, que vous pouvez voir à la caméra. Voilà, on fera suivre ces présentations. Donc là, l'idée, c'est que Benoît, Julien et Jean-Guillaume nous présentent très rapidement leur ferme, leur système et comment ils positionnent leurs pratiques par rapport au maraîchage sur sol vivant. On passera ensuite à un temps d'échange avec vous, donc sur une vingtaine de minutes. Et puis on proposera, Stéphane Bellon de INRAE proposera une synthèse. Donc Stéphane Bellon est agronome de formation et il s'intéresse aux différentes formes d'agriculture écologisée, donc plutôt sur des programmes de recherche européens maintenant. Voilà pour la première partie. Et ensuite, dans la dernière demi-heure de ce webinaire, on propose de prendre un petit peu de recul et d'aller sur des questionnements plus larges et sur l'évolution de ces modes de production, donc avec la question et demain. Et donc, on redonnera ici la parole à Julien, Jean-Guillaume et Benoît pour qu'ils nous donnent leur avis et qui partagent avec nous leur positionnement. Ensuite, on refera un petit temps d'échange et de questions avec vous tous. Et puis, une synthèse donc, qui sera cette fois apportée par Guillaume Olivier d'INRAE, qui est sociologue et qui s'intéresse aussi aux différentes formes d'agriculture écologisée et donc aux dynamiques de ces différentes formes d'agriculture. Voilà, et donc je propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec... Juste un petit sondage. Avant de démarrer, un petit sondage qu'on vous propose. Et si vous pouvez y répondre rapidement, et on regarde ensemble les réponses, pour avoir un petit peu... Vous êtes plus de 124 participants sur les 300 inscrits. Et donc, ça nous intéresse de voir un peu ce que vous connaissez ou pas du maraîchage sur le vivant. Voilà les résultats. Donc, globalement, à un quart, vous avez le sentiment de bien connaître le maraîchage sur le vivant, un petit peu pour la majorité, et passionnément pour quelques-uns, et très peu ne connaissent pas du tout. Blandine. Ok, merci pour vos réponses et ça va être l'occasion, la première intervention de Benoît Lebaube. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou très peu le maraîchage sur sol vivant, on va en apprendre un petit peu plus. Donc Benoît, à toi la parole pour nous présenter ta ferme et le maraîchage sur sol vivant illustré par dans le cadre de tes systèmes de production. Eh ben, bonjour. Ça y est, je vais partager l'écran. Bonjour, et ben là, je sais pas si vous voyez sur la diapo un petit peu la ferme où je me suis installé il y a 12 ans. On est en sud d'Ordogne. C'est un coteau argilo-calcaire, peu profond, donc en fait avec à peu près 1% de matière organique, en fait une terre qui n'était pas du tout destinée à du maraîchage. Et moi non plus, j'avais pas fait de parcours on va dire, pour une installation en maraîchage. C'est vraiment un choix de vie qui m'amène à choisir ce lieu. Et d'abord, ma préoccupation était une préoccupation d'écologie. Et donc, en fait, j'ai planté plein d'arbres. Et c'est un peu plus tard où on a essayé de faire pousser des légumes dans cette ferme très hétérogène et en coteau. Voilà, donc après, sur notre activité maraîchère, il n'y a pas grand-chose. J'aimerais vraiment approfondir la question agronomique et donc du coup, on va pouvoir dérouler les slides et je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que le maraîchage sur sol vivant. Donc, le maraîchage sur sol vivant, ça part déjà du constat que dans la nature, en fait, c'est quand même assez incroyable de voir que quand des plantes poussent dans la nature, elles créent du sol et que quand nous, on fait de l'agriculture, on a tendance à
à transformer ces sols fertiles plutôt en désert. C'est-à-dire que quand on laisse pousser des plantes de manière naturelle sur le modèle de la forêt ou de la prairie, les sols s'aggradent et les taux de matière organique augmentent. Et dès qu'on les cultive, eh ben, les taux de matière organique diminuent, et ça, c'est principalement dû au travail du sol. Donc, comment faire du maraîchage sur sol vivant? Ben, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire pousser des légumes en se basant sur le modèle de la forêt. Donc, au lieu d'apporter des engrais pour nos plantes ou des engrais ou des composts, on va plutôt apporter des matières brutes comme du broyat de déchets verts, des pailles, des foins, exactement sur le modèle de la forêt. Et c'est la vie biologique de mon sol qui va digérer ces matières, et ce seront les excrétions, les exudats de cette vie biologique qui vont nourrir mes plantes. Donc là, il y a 2 chiffres à prendre en considération. C'est que pour nourrir des légumes, il va falloir avoir des vers de terre, et pour nourrir la population de vers de terre moyenne nécessaire à faire pousser des légumes, c'est-à-dire à peu près 1,2 tonne de vers de terre à l'hectare, il va falloir apporter à ces vers de terre environ 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, brute. Et après, il y a une autre dimension, c'est que si je veux avoir une structure de sol qui tienne, et que puisque je ne suis plus dans une logique de travail du sol, il va falloir que mon ratio matière organique argile soit supérieur. Nous, on a des taux supérieurs à 25%, et là, on arrive à avoir des bonnes structures de sol sans travailler nos sols. Et là, je vous appelle à regarder les travaux de Pascal Boivin sur le sujet, ils sont édifiants. Voilà, donc comment on fait du maraîchage sur sol vivant? On apporte de la matière organique brute. Du coup, on va avoir nos bébêtes, notre activité biologique qui va manger, digérer cette matière, structurer notre sol, et puis après on va venir mettre une bâche pour en fait détruire la prairie, les vivaces, et pouvoir ainsi gérer l'enherbement. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est indispensable. En tous les cas, pour lancer une culture. Donc là, par exemple, au mois de septembre, je mets ma matière sur ma prairie, je mets une bâche, et puis après, clic. Est-ce qu'on peut... Et du coup, après, il suffit au mois de mai de faire des trous dans cette bâche et de venir semer. Là, c'est des potimarrons qui ont été semés en plein champ. Donc, on a 2 planches. Donc, on vient semer notre potimarron dans le trou de la bâche. Éventuellement, une poignée de compost par-dessus pour l'enherbement. Et là, voilà des planches où il n'y a pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation et aucun traitement. Donc là, on est vraiment sur un itinéraire les plus simples possibles, et ça marche très bien, en tous les cas chez nous. Clic. Donc voilà les planches en culture, et puis après voilà un petit peu ce que ça donne en termes de visuel pour les récoltes. Et au niveau des rendements, on n'a pas fait des mesures précises de rendement, mais on sent qu'il y en a beaucoup. On est de l'ordre à peu près sur des raies de curie à, je pense, plus de 4 kg par mètre carré. On peut passer après. Donc dès qu'on a mis une bâche, toute plante qui a un espacement large, comme on a vu potimarron, mais ça peut être butternut, toutes les courges, ça marche très bien, mais les patates douces aussi. Donc là, je viens mettre ma bouture de patates douces dans un trou de bâche, et voilà à peu près le champ à droite là d'une culture pareil, où il n'y a pas eu de travail mécanique du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation et pas de traitement. Avec en moyenne, on a des rendements sur la patate douce de 3 kg par plant, et chaque plant a à peu près 1 mètre carré de surface. Donc moi, ça me paraît plutôt bien. Et sur les pommes de terre, ça marche aussi. Par contre, là, on voit que donc là, l'itinéraire est aussi ultra simplifié, puisque finalement, toujours pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation et pas de traitement. Donc là, voilà 3 belles planches de pommes de terre de l'année passée. Avec des rendements pour la variété jaune, on était à 5 kg par mètre carré, et pour la variété de couleur plus rouge, là on était à 4 kg par mètre carré.
Et donc, c'est plutôt pas mal, à part que là, on est quand même sur un itinéraire avec toute plantation à la main. Et là, on voit très bien que sur la pomme de terre, c'est des itinéraires qui sont fonctionnels pour des débouchés de vente directe. Sinon, au niveau des prix de vente, sinon ça passe plus. Donc pommes de terre, mais ça marche aussi pour tout ce qui est poivron, aubergine, tomate. Donc là, c'est très simple. On a mis notre matière. Les bébêtes, l'activité biologique a structuré, travaillé le sol. Et puis on n'a plus qu'à repiquer nos plants dans des bâches et les plantes se mettent à pousser très bien. Bon, sur de la tomate ou de l'aubergine, des fois il y a quelques petits traitements, mais quasiment rien. Donc on peut passer là-bas. Alors après, une fois qu'on a fait une culture qui était sur bâche, par exemple, une fois qu'on a fait une courge, du coup, il y a une bâche pendant 6 mois en période poussante. Au mois de fin octobre, début novembre, si j'enlève ma bâche, je me retrouve avec un sol propre. Et là, je peux très bien mettre des cailloux d'ail aux espacements que je souhaite et rajouter du broyat comme sur la photo de gauche, ou à droite, où on a mis une bâche qui était déjà percée aux espacements qu'on voulait pour nos oignons, et on a mis une bulbille d'oignon dans chaque trou. Et voilà. Et donc là, c'est les itinéraires où il n'y a aucun désherbage, il n'y a plus qu'à récolter. Si on peut mettre la diapo d'après. Donc après, on peut mettre aussi des bâches pour repiquer des mini-mottes comme des choux, ça marche très bien. Ou on peut aussi, comme sur la photo de droite, après un bâchage long, puisque finalement là il y avait une culture de tomates dans la serre, après la culture de la tomate, on débâche, on peut venir repiquer nos mini-mottes de salade aux espacements qu'on veut dans le résidu de broyat qui reste encore au sol. On peut passer la diapo. Et du coup, ces bâchages longs, ça permet aussi, une fois qu'on a tué tous les vivaces, en fait, de pouvoir faire des semis directs de petites graines. Donc ça, c'est vraiment le dernier truc qu'on a appris à maîtriser. Et donc là, vous voyez un itinéraire plutôt une photo de carottes et une photo de planche de carottes qui a été, il y avait une bâche, on a débâché, on a fait un semis à la volée, on est venu rajouter 2 cm de compost sans graines, on arrose et voilà le résultat. Donc pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas de traitement et ça peut aller. On a fait des planches là, de carottes où on est allé jusqu'à 9 kg de rendement par mètre carré. Donc toutes les carottes n'étaient pas magnifiques, mais ça fait pas longtemps qu'on pratique ce type d'itinéraire et on voit vraiment le potentiel. Là, sur les photos qui sont en face, on a un semi-direct de navet où en fait la difficulté, ça va être presque de semer pas trop dense, mais en fait c'est souvent les semis qu'on a fait se retrouvent très denses, mais en fait ça permet de contrebalancer une autre problématique qu'on a en maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire que maintenant sur mes sols où on a plus de 8% de matière organique, quand je mets des betteraves en semi-direct, et si elles ont suffisamment de place, on va faire des betteraves de 1-2 kg et c'est difficile pour la commercialisation. Alors le fait que du coup que les semis se retrouvent très serrés, ça permet juste d'avoir des calibres normaux pour la commercialisation classique. Donc voilà. On peut passer à la diapo d'après. Du coup, même à celle d'avant. Donc si on veut remonter les taux de matière organique de 1% à 8%, comme ça a été le cas chez nous, à la ferme de Cagnols, on a fait des apports massifs de matière organique, parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir lancer le système et avoir suffisamment de matière organique dans les sols pour que les structures de sol soient compatibles à la bonne pousse de mes légumes. Mais là, on travaille de plus en plus et on a envie vraiment d'explorer la piste du couvert végétal pour finalement ne plus dépendre de ces matières organiques qui viennent de l'extérieur. Et là, par exemple, c'est des couverts qu'on roule, qu'on couche, et finalement un couvert qui monte là, je sais pas, 1 mètre, 1,20 m comme là sur la photo de gauche. Si on compte le système racinaire, la biomasse aérienne et les exudats racinaires, on va peut-être être à 15 tonnes de matière
organique sèche produite in situ. Donc en fait, ça c'est des itinéraires qui permettent d'imaginer de pouvoir faire un légume, un couvert et d'aller vers une autonomie du système. Et c'est là où on a vraiment une différence d'utilisation du système avec ce qui se fait en bio, c'est que là nous on va attendre que le couvert soit vraiment très haut et on va le rouler vraiment juste avant de replanter par exemple notre courge ou notre patate douce. On va attendre le mois de mai et parce qu'on va pas être dans une logique de broyage et d'incorporation, et puisqu'on n'incorpore pas, on peut coucher et directement planter notre culture après, et ça va nous permettre de faire vraiment des productions de biomasse qui n'ont rien à voir avec un couvert qui serait détruit fin février, début mars. Voilà, donc on peut voir la diapo d'après. Ok, merci Benoît, je suis désolée, on va devoir c'est là parce qu'on a dépassé le temps. Merci de nous avoir présenté ces différentes pratiques et puis on pourra y revenir dans les questions, hein. Pas de souci. Et donc, je vous propose de passer à la présentation suivante qui est celle de Julien. Donc, pour la ferme de la Durette. Et donc, Julien, on va te poser la même question. Est-ce que tu peux nous présenter la ferme et puis le système que vous avez mis en place et aussi comment vous positionnez par rapport à ce que Benoît a pu présenter dans les pratiques du maraîchage sur sol vivant. Allô, allô? Excusez-moi, c'est moi qui parlais. C'est juste pour dire que c'est mieux avec le micro, c'est que vous aviez tous normalement un document avec les fiches très synthétiques de chacune des fermes de nos intervenants pour avoir certaines questions plus précises, que je vois qu'il y a des questions assez précises de détails qui sont dans ces fiches. Donc, n'hésitez pas à les regarder avant de poser vos questions. Excuse-moi, Julien, à toi. Voilà, donc moi, Julien Ronzon, je travaille sur la ferme pilote de la Durette, que je vais vous présenter vraiment très rapidement. J'invite ceux qui veulent en savoir plus à consulter le site internet ou la page du Grab qui parle de la ferme de la Durette. Donc rapidement brossé quand même, la ferme de la Durette est un projet qui a démarré à l'initiative du Grab et de nombreux partenaires que je vais pas tous citer, dont l'idée principale était de tester grandeur nature une ferme en agroforesterie fruitière associant maraîchage et arbres fruitiers sous forme de verger maraîcher. Voilà, c'était la thématique principale à explorer. L'idée en gros était de créer une ferme un peu modèle ou vitrine en agroécologie autour de cette thématique d'agroforesterie. Donc ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que le Grab a lancé ce projet. Il y a eu une phase de conception avec tous les partenaires de cette ferme. L'idée ensuite pour le Grab était d'installer des agriculteurs sur cette ferme dont je fais partie depuis 2016. Voilà, nous menons donc en tant qu'agriculteurs notre vie de production indépendamment du Grab, mais le Grab continue à observer beaucoup de choses de ce qui se passe à la Durette pour en savoir plus sur et donner construire un peu des références technico-économiques autour du verger maraîcher qui est mis en place à la Durette. Voilà. Donc, comme j'ai dit, depuis 2016, j'ai commencé à produire sur la ferme de la Durette une installation qui a été progressive et qui s'est étalée sur plusieurs années avec la recharge associée. Voilà, maintenant nous sommes trois et demi environ sur la ferme. Nous sommes deux associés avec une salariée, une future associée qui va nous rejoindre et puis des stagiaires ou autres qui passent aider. Et nous avons des fruits, même si les arbres fruitiers sont encore jeunes, qui produisent pas tous, ils vont pas produire cette année parce que le gel a fait des dégâts. Des légumes très diversifiés, un début d'atelier de production d'œufs avec des cannes pondeuses. Voilà, tout ça pour de la vente directe aux consommateurs et des épiceries locales. Voilà, la surface, vous la voyez, 1,5 hectare de plein champ, sur les 4,5 hectares de verger maraîcher et 4 tunnels pour 8000 mètres carrés.
Donc c'est une installation agricole qui est quand même assez récente. Donc moi j'ai démarré en 2016 dans un contexte, dans ce contexte d'une installation un peu particulière, un peu aidé par le fait que c'était une ferme pilote où je vais pas trop m'étendre, mais il y avait des facilités d'installation un peu parce que du matériel avait déjà été acquis pour monter ce projet. Donc un confort de travail qui était là dès le début. Il y avait l'idée cette ferme pilote représentait le lieu pour pouvoir mener des explorations sur des itinéraires un peu avant-gardistes de type MSV, donc comme vient de décrire Benoît. Et il y a eu dès le départ quelques essais de non-travail du sol, de remise en culture maraîchère de parcelles sur lesquelles il y avait eu de la luzerne pendant plusieurs années, le temps de la plantation des arbres et puis la remise du montage de ce projet. Il y a eu pas mal d'échecs. Il y a eu deux gros freins qui ont été identifiés sur notre ferme. C'était la présence il y avait beaucoup de campagnols provençales. Il y en a pas mal dans le coin et voilà, qui limitait beaucoup la possibilité de poser des bâches pendant longtemps. Si on posait des bâches, on avait des campagnols, et en gros, si on mettait pas trop les bâches, on avait des vivaces dans des terres limoneuses assez lourdes, dans lesquelles c'est vite galère d'arracher des chardons ou des liserons, qui sont les deux vivaces qui nous embêtaient le plus. Donc il y a eu très vite ces essais sont restés à la marge pendant du coup assez vite. On a vu qu'on n'avait pas misé tout là-dessus pour la production. On s'était fixé la limite d'utiliser que des outils, de pas utiliser d'outils rotatifs dans nos sols limoneux fins. On pouvait voir que dans un maraîchage un peu conventionnel avec un travail du sol assez intensif, ça pouvait ne pas être très satisfaisant au niveau maintien de la structure du sol. Donc pas d'outils rotatifs et dès le début pas de paillage plastique pour les cultures. Voilà, il y a eu l'opportunité qui arrivait assez vite d'utiliser du broyat de déchets verts comme on utilise Benoît, ou du compost de broyat de déchets verts. Il y avait des ressources localement. Par contre, pour ce qui est du fumier, on n'est pas du tout dans une zone d'élevage, donc on n'en avait pas. Donc on utilise ces deux principales ressources qu'on apporte en grande quantité, pour remplacer le paillage plastique, donc sous forme d'un mulch végétal, pour faire des plantations, beaucoup au début. Maintenant des semis directs, là ce que vous voyez en photo, c'est un semis de carottes et de radis sur du compost de déchets verts qui est assez simple. Voilà, donc on s'est les premiers essais, on les a fait un peu de façon manuelle, puis on s'est équipé d'un épandeur qui permet de dépendre notre couche de mulch sur les planches après travail du sol, pour caricaturer, en substituant juste le paillage plastique par une couche de mulch végétal. Voilà, on a pu observer des bons résultats juste visuel en tant qu'agriculteur sur le sol répondait bien. On avait une vie du sol des lombriques en pagaille et une texture du sol qui devient de plus en plus qui nous plaît de plus en plus sans pour autant travailler beaucoup le sol, mais on travaille le sol encore de façon générale entre chaque culture. Voilà, puis chemin faisant, cette utilisation de broyat et donc là vous pouvez voir l'illustration du liseron sur qui perce au milieu de tomates sur broyat. Donc, mais je disais, chemin faisant, le fait d'utiliser ce broyat et ce compost en remplacement du paillage plastique au début, de voir le bon effet sur le sol et puis de commencer à se débarrasser un peu du problème des campagnols provençales. On a plein de nouvelles pistes qui s'ouvrent et qu'on essaie de tester. Donc il nous arrive de plus en plus fréquemment de ne pas retravailler le sol entre deux cultures quand la planche est restée assez propre. Et voilà, on remet ou pas un petit peu de broyat ou de compost en supplément. Puis il doit y avoir une autre photo après. On a fait le pas là sous tunnel cette année. Toutes nos cultures, c'est celle d'après encore de photos. Toutes nos cultures d'été sous la nattée, la tomate, aubergine, poivron, on les a plantées à la suite des cultures d'hiver sur les planches en remettant une couche de broyat, un peu de farine de plume dessous qui est le complément azoté qu'on utilise, voilà, mais sans travailler le sol. Voilà, et l'autre piste que ça nous ouvre, c'était la photo d'avant du coup,
C'est les associations de culture. Enfin, ça donne la pleine liberté à des associations de culture. Donc, par exemple, là, on avait semé des petits pois et des pois gourmands grimpants, et je fais des semis directs d'épinards, de mâches ou de radis de part et d'autre, et ça donne une totale liberté de ce côté-là. Voilà, c'est les pistes qu'on explore à la Durette. Je sais pas si je suis D'accord. resté dans le timing. Merci Julien pour cette présentation. Oui, on est à peu près bon dans le timing et donc on va donner la parole à Jean-Guillaume, qui fait partie de la SCOP des pieds et des mains. Alors Jean-Guillaume, je sais pas si vous pouvez activer. Oui, c'est bon. Si vous m'entendez. C'est parfait. Ok, ça... Alors moi je vais parler en mon nom ce soir, mais je parle au nom d'un collectif parce qu'en fait l'entreprise c'est donc une SCOP, une société coopérative et participative, c'est-à-dire qu'on est plusieurs salariés et associés. Alors j'ai cherché un peu une définition un peu plus précise que ce que je peux vous raconter. J'ai vu que en gros c'était une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision par les salariés. Donc moi j'ai tendance à le résumer un peu, on est tous patrons entre guillemets. Alors le plus dur c'est de s'organiser en collectif, mais ça on apprend au fur et à mesure. Aujourd'hui on est 5 salariés associés, on était 4 encore l'année dernière. On sera peut-être un peu plus bientôt parce qu'on va récupérer des terres et s'agrandir un peu, on a des projets en cours. Au niveau de l'historique, si je fais un petit récapitulatif, c'est au départ Mathieu Jaillet-Gendreau, un des salariés associés qui s'est installé en 2008, donc à Barbentane, pas très loin de Julien, juste en dessous d'Avignon. Sur des terres qui sont passées en bio en 2010, l'activité s'est développée au fur et à mesure jusqu'à moi je suis arrivé en 2016, donc il y a 5 ans. On était 4 à ce moment-là, en équivalent temps plein, et on est passé en SCOP en 2018. On est, comme vous le voyez, sur un peu plus de 5 hectares de terre en tout, 3 hectares de surface cultivée réellement. En légumes diversifiés, on fait en 20 à 30, plutôt 25, allez on va dire, cultures à l'année. Comme on est tous salariés associés, vous devez peut-être vous en douter que du coup, il faut quand même produire suffisamment pour pouvoir payer tout ce monde-là à l'année. Nous, on se rémunère, pour ceux que ça pourrait intéresser, à peu près au SMIC horaire. Donc, on compte nos heures. Donc, par rapport à un agriculteur entre guillemets typique, du coup, ça change un peu le fonctionnement au quotidien. Le fait d'être en collectif aussi, de tout décider en collectif, mais c'est très très intéressant. C'est pour ça qu'on le fait. On s'est regroupé d'ailleurs avec d'autres agriculteurs autour d'Avignon. On s'est mis en association qui s'appelle Paysans d'Avignon justement pour développer un peu le local. Quand je suis arrivé dans l'entreprise en 2016, on faisait quasiment 95% c'était auprès d'un grossiste, ce qui amenait un confort justement de production et puis on savait qu'on pouvait écouler ce qu'on produisait, on programmait avec le grossiste. Aujourd'hui c'est plutôt du 80-20 à peu près ou 85 on va dire pour être un peu plus haut. Au niveau des pratiques, on fait des choses qui sont un peu à mi-chemin entre tout ce que vous avez pu entendre juste avant, et en même temps à mi-chemin avec du bio, on va dire plus traditionnel dans notre région. Au départ, c'était beaucoup sur plastique, en plein champ, sous serre, avec repiquage de motte, et puis voilà, donc un petit peu de désherbage, mais pas énormément. Quand je suis arrivé, on avait un apprenti qui travaillait sur réduction du plastique en plein champ, donc on a investi dans une planteuse, une bineuse. Donc on fait des cultures principalement salades et fenouilles en plein champ avec une planteuse et ensuite on repasse à la bineuse et un petit peu de binette. Donc ça c'est sans couvert. Mais sinon, la plupart du temps, on fait des cultures quand même avec soit sous plastique, soit sous bâche tissée. Vous verrez après sur d'autres photos, on a aussi on teste du géochanvre cette année, des paillages papier aussi. Voilà, on a réduit le travail du sol aussi sur ces 5 dernières années. Au départ, on faisait beaucoup de griffons, de herses rotatives. Par souci pratique, on a toujours la herse rotative, mais on travaille beaucoup moins profond et on a arrêté le griffon. Donc en gros, on travaille peut-être les 10 cm de surface, pardon,
pour gérer le couvert. En fait, j'ai plus l'impression qu'on gère un couvert plutôt, parce que le sol, au final, on le laisse un peu tranquille en dessous, même si c'est l'horizon qui contient pas mal de vie. On fait pas mal d'engrais verts, comme vous pouvez le voir sur la photo là. Donc là, il y a beaucoup de moutarde, mais au départ, c'était un mélange. On mélange pas mal de choses. Donc dans les engrais verts, on fait aussi pas mal d'engrais verts de feignant, si je puis dire, où on laisse le couvert spontané se développer et je pense que c'était peut-être un de nos problèmes aussi, c'est que du coup on fait un petit stock de graines dans le sol parce qu'on laisse tout faire. Mais bon, en même temps, les plantes qui y poussent, elles sont pas là pour rien normalement. On a beaucoup de biodiversité aussi autour de ce qu'on produit. C'est-à-dire tous les entreserres, tous nos chemins, tout ça, ils sont fauchés le moins possible. En général, ça se résume à une fois, maximum deux dans l'année. On a planté des haies aussi diversifiées, justement pour les problèmes de Mistral, puisqu'on est dans une région où le vent souffle pas mal fort, ce qui peut nous poser aussi des questions quand on utilise justement des paillages organiques. Je pense aux pommes de terre qu'on commence cette année et qu'on a fait sous paille, donc on va voir. Pour l'instant, ça tient. On verra avec les prochains coups de Mistral. On laisse aussi pas mal d'enherbement sur les bords de serre. Il y a une autre photo un peu après, encore après. Ça va être le plein champ. Bah là, vous avez, tant qu'à faire, tant qu'on y est, vous avez une photo du plein champ là avec, c'est une toute petite parcelle, mais on fait ça sur des parcelles un peu plus grandes, avec donc la plantation à la planteuse. On peut voir quand même quelques résidus, mais bon. On fait ça après en binant et en laissant le sol à peu près nu. À gauche, c'est les apports de fumier de cheval. Là, c'est la même parcelle qui a été amendée au fumier. On a du fumier de centre équestre qui nous est donné gratuitement du village. Donc on met 10 à 20 tonnes par hectare et par an à peu près au doigt mouillé. On met à peu près la même quantité, 10 à 20 tonnes en compost. Quand je dis 10, c'est plutôt en matière sèche, on va dire on met plutôt du 20 tonnes hectare et ça ferait 10 en équivalent matière sèche. On met aussi un peu de bouchon, on fait un peu de tourteau de ricin, on a essayé contre les campagnols parce qu'on a aussi le problème de campagnol provençal que connaît Julien. Pour l'instant ça marche pas des masses. Sinon un petit peu très peu pour j'ai pas envie de donner de marque, mais des bouchons organiques en bio quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a des sols les plus couverts possibles, comme je vous disais, donc avec du plastique, des bâches tissées. Là, vous avez la photo de nos courgettes plantées. C'est celle de cette année là. Donc, on met des bâches tissées pour les passe-pieds. On a du plastique traditionnellement, si je puis dire. Là, on a une planche de géochanvre. À droite, vous avez un mélange d'engrais verts qu'on fait traditionnellement aussi. VS, févrole, moutarde. Je crois qu'il y a un seigle aussi là-dedans. On a des terres qui sont plutôt lourdes et argileuses, donc elles sont assez riches. Je crois qu'on a à peu près 4% de matière organique. Elles sont profondes et parce qu'on est sur des sols du Rhône et de la Durance, donc on est aussi avec un forage qui est toujours plein à l'année, donc ça on n'a pas de souci. C'est très vivant. Il y a beaucoup de vers de terre, beaucoup de vie dans le sol, vu qu'en plus justement on y amène de la matière. Alors cette matière la plupart du temps, on la gère de la même façon, c'est qu'on la broie. On a un gyrobroyeur pour l'instant, mais on vient d'acheter un broyeur à marteau, donc qui normalement devrait nous aider à avoir des résidus plus fins. Et on n'a jamais réellement enfoui. On fait surtout du compostage de surface, si je puis dire. On broie tout sur place. On arrose un coup, on laisse un peu digérer, et après, en fonction de comment on peut y planter, si c'est sur paillage, on met le paillage directement. Paillage plastique ou autre, et puis on le troue et on plante des mottes dedans. Si on fait du radis sans paillage, on fait qu'est-ce qu'on fait d'autre ensuite si c'est sans paillage, si c'est en plein champ, pardon, c'est ça que je cherchais, comme les salades et les fenouilles, là on attend que ça se digère et puis après on passe la planteuse en fourchant peut-être un petit peu pour enlever le plus gros des résidus qui pourraient bourrer à la planteuse. Et je pense que justement ce qui peut nous embêter un peu nous,
parce que le maraîchage sol vivant, c'est quelque chose qu'on connaît depuis maintenant 3-4 ans, comme je pense beaucoup de participants ont découvert via YouTube ou autres sources internet. Ça nous intéresse beaucoup et du coup on a envie de partir dans ces directions-là. Mais au niveau mécanique, par exemple, au niveau matériel, pour passer une planteuse, comme on a nous, c'est une planteuse à pince pour planter des mottes, c'est plus compliqué. Voilà. On a les problèmes aussi de campagnols qui peuvent nous embêter en MSV. J'avais à peu près fini donc. Jean-Guillaume pour cette présentation super si tu arrives à répondre en plus. Et donc on vous propose de passer à la partie questions. Vianney, je te laisse peut-être prendre la main. Oui, alors petite météo, vous êtes 170 participants, parce que je crois que vous voyez pas le nombre présent. Et il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Donc j'ai proposé à peut-être à tous les trois intervenants, donc Julien était avec moi, c'est facile, mais à Jean-Benoît et à Jean-Guillaume et à Benoît, de se connecter. J'ai notamment des questions sur la matière organique utilisée pour Benoît. Nous, on utilise principalement du broyat de déchets verts, parce que c'est la ressource qui est abondante dans le coin, mais on utilise aussi de la balayure de scierie. Là, on est monté un petit peu en C sur N élevé pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et même le bois, ça prend un peu plus de temps, mais ça crée des sols hyper fertiles et hyper humifères. Faut juste laisser le temps au sol de les digérer. Après, du foin, quand on en a, en fait, on récupère toutes les matières qu'on peut trouver. Je pense que la bonne matière, c'est celle qui est disponible, pas chère, près de chez nous. Et après, c'est de savoir comment l'utiliser intelligemment dans notre système, quoi. Ça, c'est une question de Christine Marié et de Ayo van der Werf. Deux questions aussi toujours pour Benoît, décidément. Autour des années de recul que tu as, et notamment depuis combien d'années, ça c'est Mathilde Roda qui demande depuis combien d'années est pratiqué ce maraîchage sur sol vivant sous bâche. Donc là on a une question vraiment sous les bâches. Combien d'années de recul tu as par rapport à ça Nous, on a acheté nos premières bâches en 2014 et on a fait nos premiers apports massifs, c'est-à-dire des camions de broyat qui arrivaient fin 2011, début 2012. Ouais, c'est ça. Donc, mais en fait, ça a mis longtemps. Je veux dire que je me considère comme apprenti maraîcher depuis 5 ans et je me considère maraîcher presque depuis 2-3 ans parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les questions agronomiques, savoir comment faire pousser des légumes. Et donc, oui, le recul, il est de 6, 7, voire 10 ans presque sur les apports de matière organique et on voit qu'au niveau des sols moi je suis vraiment conquis par la gradation qu'on a pu opérer sur nos parcelles avec ces pratiques-là. Et toujours sous bâche, deux questions de Oriane Merce et de Hélène, je crois, Bédi du Grabe, autour de l'arrosage. Comment est-ce que tu gères l'arrosage, notamment sous les bâches? Et Hélène demande si le sol est sec au printemps et asséché là c'est plutôt que les couverts, est-ce qu'on peut se passer d'irrigation? Nous c'est le cas, mais en fait c'est là où finalement si on a un couvert, on est sur des sols argileux donc qui sont bien, il y a de l'eau l'hiver. Donc le couvert c'est très bien, ça nous permet d'assécher les sols et de réchauffer les sols au printemps, mais il faut les coucher quand même pas trop tard pour qu'ils puissent repleuvoir et qu'on arrive à avoir suffisamment d'eau pour faire tout l'été. Et au niveau de la gestion de l'eau sous bâche, au début on travaillait avec des bâches de toile tissée et on voit que les bâches d'ensilage sont beaucoup plus performantes et en fait la régulation de l'eau sous bâche d'ensilage est assez incroyable et on arrive vraiment à augmenter les rendements à mon avis par parfaite gestion de l'enherbement, meilleure gestion de l'eau. Et puis un autre truc, c'est qu'il y a des plantes qui aiment la chaleur et les bâches d'ensilage, ça permet au sol de se réchauffer plus rapidement. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on monte presque de 30 à 40% de rendement grâce à la bâche d'ensilage. Alors, autour des apports massifs de matière organique brute, je crois que ça s'adresse un peu aux trois intervenants. Il a été question du campagnol provençal. Donc, est-ce que toi, Benoît, tu as des difficultés avec ce ravageur? Est-ce qu'il existe chez toi?
Et du coup, des questions pour Julien et Jean-Guillaume, savoir finalement comment est-ce que vous ménagez, gérez le campagnol. Donc, peut-être Benoît déjà, est-ce que tu as du campagnol provençal chez toi? Oui, on a du campagnol, on a des rongeurs, je sais pas trop lesquels, mais en fait sous bâche on a plein de couleuvres et les couleuvres adorent les bâches et elles régulent vraiment bien les populations de rongeurs. Mais par exemple sur la patate douce en particulier, eh ben quand les couleuvres vont se coucher à l'automne, eh ben il faut vite ramasser les patates douces, sinon c'est les rongeurs qui vont les manger. Julien, un mot, et peut-être Jean-Guillaume sur le campagnol? Sur le campagnol à la Durette, pendant les années de conception entre 2000, début des années 2010, en gros, pendant plusieurs années, il y a eu une luzernière qui a fourni gîtes et couverts au campagnol provençal, qui a pu pulluler et voilà. Donc les premiers essais dont je parlais, ils étaient dans cette situation où il y avait énormément de campagnols. On avait essayé de détruire fait quelques essais en détruisant la luzerne avec une bâche d'ensilage et planter des légumes ensuite avec des méthodes que peut décrire Benoît. Et on s'est vite cassé les dents. On a ressorti les outils de travail du sol et après le travail du sol est quand même un moyen de détruire le réseau de galeries et de faire de limiter la propagation des campagnols. Et depuis quelques années, on observe une diminution progressive, mais assez rassurante quand même de la présence des campagnols. Et voilà, on sait pas sur qui, à qui on doit ça. Sûrement un mélange de plein de choses, d'avoir travaillé le sol pendant quelques temps. On a des couleuvres aussi qu'on observe, pas mal de renards, des rapaces. Voilà, ce qui nous laisse maintenant entrevoir la possibilité de moins retravailler le sol. Pourquoi pas remettre des bâches, même si les seuls bâchages qu'on a utilisés depuis, c'était de l'occultation pour préparer le semi-direct de carottes, mais du coup vraiment en plein été, où du coup c'était moins, enfin puis pas couvert de végétation, du coup ça donne un milieu qui était pas accueillant, je pense, pour les campagnols. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Jean-Guillaume, un mot sur les campagnols? Je pense pas que nous on en ait énormément, mais c'est vrai qu'on en a. Et puis après, c'est un peu la caractéristique du Provençal, c'est qu'il fait un peu des dégâts un peu toute l'année. Donc, je sais que sous serre, on a des blettes, là on a enlevé le P17 sur des choux tout à l'heure, où du coup on avait aussi des dégâts de campagnol. D'ailleurs, ils étaient faits un peu en MSV sur plastique qui était là depuis un moment, et on avait juste retrouvé le plastique pour mettre les choux après des courgettes l'été dernier. Et juste le P17, ça leur a fait plaisir parce que nous, on a un peu de prédation par les rapaces, je pense, qui représente un bon pourcentage de la prédation des campagnols, un petit peu des chats. Mais bon, ils sont plutôt feignants, les chats, chez nous. Mais sinon, un peu de couleuvres, mais très rare. On a beaucoup moins de couleuvres. Et je pense, on le gère un petit peu aussi en essayant de limiter les trop d'enherbement par endroit, mais les bords de serre, maintenant qu'on a laissé de l'enherbement, par exemple, j'ai l'impression d'en voir moins des couleuvres. Avant, elles venaient, on avait du plastique noir sur les bords et du coup elles venaient se cacher là-dessous et passer un hiver là-dessous, donc elles étaient là à l'année. Là, c'est peut-être ça qui joue, et puis peut-être aussi le travail du sol qui s'est réduit forcément, comme disait Julien, on détruit pas les galeries et ben ils se font plaisir. Donc on a quelques top 4, mais on n'est pas forcément des pièges là, mais on n'est pas forcément des très bons chasseurs, en tout cas moi personnellement. Ça prend un Piégeurs. chou. En plus, ouais, Les voilà. limaces. Et les limaces, apparemment, il y a un binôme campagnol limaces dans les questions là. Non? Bah nous c'est un souci aussi à la ferme de la Durette où il y a les limaces. Je sais pas si c'est les pratiques d'apport de mulch organique en surface qui les favorisent, ou si le fait que ce soit un verger maraîcher et que du coup dans les zones, il y a une alternance de zones arbaux avec un enherbement au pied des arbres et puis de planches de maraîchage. Donc est-ce que c'est tout cet enherbement dans lequel elles peuvent pulluler pour aller ensuite vers le maraîchage? Mais c'est un souci. Ouais. Alors j'ai des questions Pardon, excuse-moi, Julien. On n'a pas de réponse encore. On a quelques pistes là, avec des nématodes. On aimerait bien essayer les nématodes sur les limaces, mais C'est des questions qui se posent, hein. Parce que nous, on a des projets en agroforesterie comme Julien, et on se pose des questions aussi de l'enherbement. Parce qu'à chaque fois, c'est à l'extérieur, on met du slug surtout en bord de parcelle, quoi. Benoît, les limaces, c'est toi? Ah bah, ça se règle avec 25 kilos de flux, par exemple, par an.
Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur certains jardins plus aboutis, les pressions de la limace sont moins grosses. Et par exemple, l'année dernière, on avait fait des paillages avec de la paille. Et sur les planches où on a mis de la paille, il y a eu vraiment des explosions de population de limaces, beaucoup plus que sur le broyat de déchets verts. Donc il y a peut-être des mulches qui favorisent plus la limace que d'autres. Mais la plantule de potimarron qui sort, c'est très très appétant pour une limace. Alors j'ai pas mal de questions autour du côté massif des apports de matière organique. Donc plutôt que de les résumer, je vais citer celle de Christine Lemarié, qui est assez complète. Elle demande si en termes agronomiques, il y a d'autres apports avec plus d'azote que les matières organiques très stables. Est-ce qu'il y a des taux de matière organique importants, mais est-ce que c'est pas de la matière organique accumulée? Est-ce qu'il y a des mesures de biomasse microbienne? Parce qu'on sait que les vers aiment les matières organiques brutes, mais quid des différentes communautés microbiennes? Et autre question importante, est-ce qu'il y a eu des mesures de lessivage? Donc ça, c'est revenu aussi plusieurs fois. Est-ce qu'il n'y a pas du lessivage azoté par exemple, donc le cuisine demande, est-ce qu'il y a ça doit être mesuré, par exemple, c'est lessivage avec des bougies poreuses. Donc peut-être Benoît sur ce côté apport massif de matière organique. Alors, déjà, la première question, c'est que normalement, quand j'apporte des broyats ou des matières avec des C/N supérieurs à 50, si j'ai gagné 7 points de matière organique, on sait que chaque point de matière organique qu'on gagne, c'est qu'on a fixé 20 tonnes de carbone et qu'on a fixé à peu près 2 tonnes d'azote. Donc la question, c'est plutôt comment l'azote arrive dans le système. Nous, on n'apporte pas, et la réponse qu'on a apportée, qu'on trouve dans la biblio scientifique, c'est entre guillemets des azotobactères et d'autres bactéries fixatrices libres d'azote. Donc d'après la logique, on est plutôt à dire d'où arrive l'azote, que est-ce qu'il y a des fuites. Ça, c'est le premier truc. Après, effectivement, les bougies poreuses, on n'a pas fait, mais là, on a prévu de faire des résidus d'azote et de voir si on a de l'azote ammoniacal comme résidu. Ben, ça voudra dire qu'il n'y a sans doute pas eu de fuite dans notre système, puisque finalement, ce qui fuit, c'est surtout les nitrates. D'abord, est-ce qu'il y a des nitrates dans le système? Il y avait une autre dimension dans la question, mais je l'ai oublié. Alors, dimension autour du côté stable de matière organique, je crois. Ah oui, ben, on a fait des mesures de C/N de nos sols et on est entre un C/N entre 8 et 12. Donc, même avec des matières carbonées sans apport d'azote, eh ben, les matières évoluent et les sols tournent bien, quoi. Ok, je sais pas si Jean-Guillaume ou Julien, vous avez des mesures par rapport aux apports massifs que vous avez pu réaliser sous d'autres formes? Non. Pas de mesures particulières, juste des impressions de sol qui a une meilleure structure, plus de vie, de vers de terre, plus de porosité fine. Oui, mais après de mesures aussi, on a des techniciens qui viennent surveiller et qui nous donnent de bons indicateurs, mais j'ai pas les chiffres ou je pourrais pas vous dire si on a gagné des points de matière organique ou autre. Je pense qu'en plus, vu on fait pas mal de couverts qui maintiennent en fait plus ce pourcentage de matière organique, vu qu'on travaille quand même la surface et que ça doit minéraliser. Ouais. Voilà, sur la terme de la durette, il y a un suivi par le GRAB et par l'NVD du GRAB qui nous écoute, qui est fait sur quelques planches qu'on a sélectionnées où il y a une portion sur laquelle on n'apporte pas de mulch, voilà, sur quelques dizaines de mètres pour suivre un peu la différence entre les deux. Malheureusement, j'ai mal préparé et je vais pas demandé les données, donc je sais pas trop comment dire, si ce n'est que il doit rien y avoir de très alertant, sinon elle m'aurait alerté, j'espère. Et voilà. Après nous, c'est vraiment le ressenti. Enfin voilà, on s'affole pas trop pour d'éventuelles fuites d'azote dans la mesure où on essaye plutôt de limiter année après année les apports d'azote, la forme de farine de plume, comme je le disais, et que ce qu'on apporte c'est du carbone essentiellement. Voilà. Après en travaillant le sol, en étant juste au-dessus du sol tous les jours, on voit que
c'était une crainte au début. Moi, j'ai une formation d'agronome et puis j'ai travaillé dans du maraîchage un peu plus conventionnel avant. Et c'est vrai que d'apporter de telles quantités de matière organique, puisque quand on fait un épandage, enfin, de broyer des déchets verts avant une plantation pour faire un mulch, là, on a estimé que c'était à peu près 200 tonnes hectares qu'on mettait. On peut remettre ça l'année suivante. Et au début, on hésitait, on disait bon, on va attendre 3-4 ans avant de le refaire. Et puis finalement, on se rend compte que tout est digéré, qu'on a plein de turricules en surface, que les vers de terre viennent chercher la matière organique et que ça a l'air de fonctionner. Donc c'est plutôt c'est vrai que ça lève un peu les inquiétudes de ce qu'on pouvait avoir au début de ce côté-là. Après, il y a des questions à nouveau autour des bâches ou des couverts végétaux, notamment en termes de rotation, Benoît. Notamment la question de votre d'Hélène disant si finalement les bâches sont laissées pendant longtemps, quid des rotations hiver-été? Bah, souvent, ça va être bon. Là, on est parti, par exemple, on peut partir sur un couvert d'hiver. Après, on peut mettre une bâche et puis faire une culture longue d'été comme des courges. Après, on peut débâcher et mettre, par exemple, de l'ail en remettant un petit peu de matière organique. Quand on ramasse l'ail, après, on peut faire un semis de betterave à la volée parce que la planche, elle va être relativement propre. Et puis après, on peut rebalancer un couvert. Et puis après, on peut refaire un bâchage et mettre des aubergines. En fait, c'est vraiment très flexible. C'est juste qu'à un moment, si on a une parcelle avec des vivaces ou qu'on fait un gros apport, on va plutôt avoir une culture sur bâche, en tous les cas pour nous, parce que la grosse problématique qu'on a eue pendant longtemps, c'était la gestion de vivaces comme du liseron. Et une fois qu'on a fait un bâchage long, on enlève la bâche et là, on a un sol qui est propre. Et là, tous les itinéraires de toutes petites graines, tout devient possible. Il y a pas trop de contraintes, quoi. D'accord, Jean-Guillaume, Julien, sur l'usage des bâches par rapport aux rotations, comment? Nous, le bâche, comme je disais, la première limite, ça a été les campagnols qui prospéraient dessous. Pas de couleuvres? Si, on en a trouvé sous des bâches. Il y avait les couleuvres, mais il n'y avait plus les rapaces et plus les campagnols, sûrement. Et puis en plus, ils s'embêtent moins à faire des galeries puisqu'ils peuvent vivre à l'interface entre le sol et la bâche. Et voilà. Et le deuxième point noir, c'est le Mistral qu'on a ici. Voilà. Imaginez, c'est vrai qu'on pourrait maintenant l'imaginer. On a moins de campagnols de semer des courges de la même façon que le fait Benoît. Mais voilà, on va être obligé de lester la bâche, de tout blinder parce qu'une plantule de courge qui lève dans un trou de la bâche. On avait un Mistral, on avait des pointes à 110 lundi là. Ça fait battre, même si elle est lestée, ça fait battre la bâche, ça peut détruire une bonne partie des plantules qui sont en train de pousser. Donc voilà, on n'aime pas trop les bâches. Ça quand il y a du vent, c'est vraiment difficile. Jean-Guillaume, sur les bâches, les rotations ou? Nous les bâches on les utilise surtout sous serre, donc ça c'est réglé du coup pour le vent, même s'il faut quand même les fixer parce qu'avec des ouvrants ça bouge quand même à l'intérieur avec le Mistral. Pour l'extérieur on a le plastique traditionnel, j'ai envie de dire, on met avec la terre, mais c'est vrai que là le P17 par exemple, je vous parlais des choux avant, là cette semaine c'était 1 à 2 fois par jour où il faut repasser avec la pelle pour le refixer parce que ça bouge, ça bat, ça abîme du coup aussi les légumes qui sont en dessous, donc c'est compliqué le vent. Ouais. C'était quoi l'autre question du coup? C'était les campagnols, non? Non, les bâches, juste les bâches. Oui, c'est les bâches et la rotation, comment se gère. Bon, après, oui. Après, nous on les laisse jamais très longtemps. En fait, là où on les laisse le plus longtemps, c'est sur les serres de culture longue, la courgette, tomate en été. Et c'est vrai que là, les campagnols, ils se font plaisir. Mais sinon, ou alors ce que je viens de vous citer là, les choux après courgettes sous plastique, là c'est l'essai qu'on a fait là, où justement ils sont restés là, ils sont contents en dessous. Et du coup, j'ai des questions autour de donc l'équilibre entre bâches et couverts. Et vous avez cité plusieurs fois aussi les couverts couchés, demandant pourquoi les couverts étaient couchés plutôt que vous broyez. Donc je sais pas sur l'équilibre entre bâches et couverts végétaux, Benoît peut-être déjà. Pour moi, l'idéal c'est le couvert.
à atteindre. Mais là, pour le moment, dans un premier temps, c'est vrai que dès qu'on apporte beaucoup de matière, eh ben, il va y avoir des vivaces, et du coup, la bâche, c'est un bon outil de gestion de la vivace. Ça apporte quand même des problématiques de déplacement des bâches, parce que pour le moment, on les met à la main et c'est assez contraignant. Mais après, je vois qu'il y a des solutions techniques qui arrivent avec des plastifieuses à incorporation directe, il y a des plastiques biodégradables, il y a des géochambres. Donc, on voit que ça évolue, et que du coup, en fonction des nouveaux outils qui arrivent à des prix abordables, eh ben, ça va nous laisser différentes possibilités techniques, et ça, c'est plutôt chouette, quoi. Ok, merci à tous les trois. Il y a encore d'autres questions. Il y a notamment des questions pour la suite, donc je ne vais pas les aborder. Mais il y a aussi des questions sur le matériel utilisé par rapport au fait que on sème ou pour appliquer le broyat. Bon, on va pas pouvoir tous y répondre. Je vais essayer de les attribuer aussi aux intervenants qui pourront répondre à certaines directement. Et on vous propose du coup de passer à la deuxième partie. Et notamment, je vois qu'il y a des questions déjà par rapport à ça sur le changement d'échelle. Blandine. Oui. Juste avant ça, on va proposer à Stéphane de faire une petite synthèse de cette Ah oui, première partie. excuse-moi, c'est mieux. Stéphane, pardon, j'ai essayé de te couper. Stéphane, si tu peux monter en scène, voilà. Merci. Ben, ça tombe bien parce que c'est mission impossible. Donc j'accepte quand même cette mission, cet exercice de synthèse dans un milieu qui est plutôt en train de s'affranchir d'un train de synthèse. Mais enfin, on va essayer. Donc ce que je voulais aborder trois points principaux. Le premier, donc, qui est relatif au thème général là, sur la controverse MSV bio. Je vais simplement rappeler que la bio a bientôt un siècle d'existence et que l'histoire du MSV est plus récente, mais que tous deux se réfèrent au vivant, à ses fondamentaux et à ses processus. C'est ce qui est contenu dans le mot bio, même si la bio s'appelle par ailleurs écologique ou organique dans d'autres pays. Et pour moi, qui connais la bio depuis un certain temps, un des fondements de la bio était justement à l'époque plutôt l'écologie que l'agronomie, à laquelle on se réfère très largement. Dans les années 70, c'est ça qu'on disait. Et à cette même période, s'est posée déjà la question de l'autonomie de l'agriculture par rapport aux énergies fossiles et aux importations de soja du Brésil. Et je rappelle que la bio était la seule alternative possible, observable à l'époque. Donc la question posée est importante, intéressante. C'est une dimension internationale qui va bien au-delà du périmètre de l'UNTC Bio. Et donc, c'est important pour cadrer un petit peu cette question. Le deuxième point que je voulais aborder concerne les éléments communs, mais aussi les différences entre les différents capes qui ont été présentés. Donc, globalement, là, on le voit sur le tableau là que Blandine représente. Il s'agit plutôt de petites fermes diversifiées avec plus de 30 espèces, avec quelquefois un petit élevage, des arbres aussi. Le souci d'intégration de l'arbre est intéressant, je trouve. Et on est dans des situations très dynamiques avec des installations récentes. J'ai l'impression que tous se sont retrouvés en 2016 à arriver sur la ferme sur laquelle sont les trois intervenants. Combinaison de plein champ et culture sous abri, donc on a éventuellement des systèmes qui fonctionnent à des vitesses différentes avec des enjeux différents, mais tout ça étant un petit peu mêlé. Et recours à des engrais verts, des ressources organiques qui sont externes à la ferme, et j'y reviendrai, mais avec toujours des objectifs de rendement, de qualité, que Benoît en particulier a présenté. Donc un point commun fort à mon avis, c'est que tous sont certifiés en bio, avec une attention partagée pour le soin, l'attention à la terre, la reproduction et l'amélioration de leur système. Dans les différences, moi, ce que j'ai constaté, c'est dans les ressources qui sont mobilisées, qui sont pour partie liées au contexte local, mais aussi à ce qui fait ressource pour chacun. Et là, il y a des différences. C'est-à-dire que chacun n'a pas la même vision de qu'est-ce qu'une ressource adéquate dans son système. Il y a aussi des différences par rapport à la mécanisation. Donc, malgré une volonté partagée de réduire le travail du sol et de stimuler son activité biologique, on voit qu'il y a des outils qui sont différents. Et il y a, ça vient d'être évoqué, aussi sûrement des différences dans les rotations, les assolements avec des cultures associées, des mélanges. Mais je trouve qu'il y a quand même un fond commun qui est intéressant dans les trois cas qui ont été présentés aujourd'hui. Mon troisième et dernier point porte sur la capacité d'innovation en bio comme dans le MSV. Je pense que c'est important de conserver, d'entretenir, de stimuler cette capacité d'innovation.
Donc, je trouve qu'on a affaire à des agriculteurs expérimentateurs qui, en particulier sur le travail du sol, mais aussi plus largement sur des techniques, des itinéraires techniques, ça a été dit, cette année, on teste telle et telle chose. Donc, il y a un espèce de fourmillement, un foisonnement d'initiatives et d'expériences et d'expertise aussi que je trouve tout à fait intéressant, avec des savoirs, des savoir-faire, des compétences et on sent bien toute une démarche de professionnalisation dans ce qui a été présenté. Et derrière ça, il y a, au-delà des expériences particulières, il y a des réseaux, des échanges, des communautés, des stratégies de communication aussi. Le MSV étant extrêmement présent sur YouTube, j'ai regardé un peu hier soir là, les 7e rencontres du MSV, 3 jours de réunion, je n'ai pas dormi de la nuit. On a aussi peut-être une caractéristique un peu générale, c'est sur le type d'innovation, bon, c'est ce qu'un collègue, là, Frédéric Goulet, appelle les innovations par retrait. C'est ce que Benoît a dit, pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation, pas de traitement. Donc l'innovation consiste pas à rajouter quelque chose, mais bien souvent à retirer quelque chose. Et c'est pas que des innovations par retrait, il y a aussi des apports de matière organique, découverts, etc. Donc la question que ça pose à la recherche et développement, finalement, c'est quelle est l'aptitude que nous avons collectivement à contribuer à ces dynamiques, quelle place on y trouve, sachant que c'est peut-être un petit peu différent entre bio et MSV. Ma vision est que le MSV fait davantage appel à quelques référents, compagnons de route, alors que la relation, pour ce qui est de l'agriculture biologique, il y a une relation beaucoup plus formalisée, je dirais, entre recherche et acteurs. Donc les questions que ça pose, puisque ça avait été aussi demandé, je pense qu'on a affaire à des systèmes dynamiques et qui sont pour partie encore en transition, parce que c'est quand même des installations récentes. Donc il y a besoin, il y a un certain recul déjà qui est apporté par ceux qui sont au charbon, si je puis dire, mais il y a aussi besoin peut-être d'évaluation, mais aussi d'anticipation et pour en particulier répondre à la question des combinaisons de pratiques qui permettent, ou des combinaisons de facteurs qui permettent d'atteindre tel ou tel objectif de progression, d'évolution en termes de matière organique. Il y a eu toute une série de questions, je trouve, sur les formes d'apport. Donc, je crois que c'est Benoît qui disait ça, le disponible, pas cher, près de chez nous, mais se pose la question comment l'utiliser, quels effets sur des ravageurs, quel lessivage potentiel, quelle autonomie possible est permise aussi par découvert mort ou vif, il y a un point d'interrogation, mais aussi avec d'autres moyens. On n'a pas parlé des mycorhizes, mais les azotobactères et d'autres ont été signalés. Et je pense que derrière ça, il y a effectivement un monde d'activités biologiques et microbiennes à explorer. Mon dernier point, c'est ce qui concerne la conception même et les transitions et la reproductibilité de ces systèmes. Donc on est dans des expériences quand même assez jeunes en train de se faire. Est-ce qu'on a une action superficielle ou en profondeur dans le sol et du coup est-ce que l'intégration d'arbres permet aussi d'instiller d'autres dynamiques? On peut se poser la question de quels sont les leviers les plus actifs. Donc il y a eu ce débat sur le bâchage qui permet la maîtrise adventice au moins des vivaces, mais plus largement peut-être d'avoir découvert plus pérennes des prairies, etc. Enfin, il y a toute une discussion en MSV par rapport à ça, et peut-être derrière la prairie viendra l'élevage d'ailleurs, mais aussi par rapport à quels objectifs et de performance entre autres. Et on voit qu'il y a des solutions technologiques alternatives à imaginer sur le plus long terme. Donc c'est tout le débat aussi sur les formes de mécanisation, les outils adaptés, etc. Et tout ça, reposant sur moi, ce que je trouve à être un principe fondamental, qui est de nourrir la terre pour nourrir les humains, femmes et hommes. Voilà. Ce que je voulais dire rapidement, merci de m'avoir laissé cet espace. J'espère que j'étais dans le temps, peut-être un peu trop long. Désolé. Merci. Merci Stéphane pour cette belle synthèse de ce premier temps d'échange. Et donc, on vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire. Mais avant ça, un petit sondage que Vianney vient de vous envoyer normalement, avec la question, donc d'après vous, le maraîchage sur sol vivant est-il en train de se généraliser chez les maraîchers bio? On vous laisse quelques secondes pour y répondre.
Donc voilà, donc eh ben un équilibre assez pas complètement équilibré, presque 30% de oui et 41% de non. Et donc on voit qu'il y a encore beaucoup de questions qui peuvent se poser aux uns et aux autres. Oui, dans ce sens-là. Blandine, la suite, deuxième partie donc de ce webinaire. Oui, donc voilà, encore des questions qui se posent et notamment sur ces questions de généralisation ou changement d'échelle. Donc c'est les questions qu'on se propose d'aborder sur cette deuxième partie. Et donc on va commencer par donner la parole à Benoît. Benoît, donc tu as publié récemment sur les réseaux sociaux une vidéo qui re-questionnait ou qui se demandait s'il n'y avait pas certaines incompatibilités entre notamment le cahier des charges de l'agriculture biologique et la nécessité d'effectuer des rotations et vos pratiques en maraîchage sur sol vivant. Donc tout ça, ça nous amène à te demander comment tu vois l'évolution des pratiques du maraîchage sur sol vivant par rapport au bio, toi qui es aussi certifié en agriculture biologique sur ta ferme. Alors, Benoît, on te voit pas. Ah, ça y est. Ouais, je crois que c'est. Eh ben, pour moi, j'ai la profonde conviction que le bio va aller vers le MSV comme l'agriculture de conservation va aller vers le biologique, je l'espère, et comme l'agriculture bio devrait faire de l'ABC parce que il y a vraiment un enjeu de gaz à effet de serre, de stockage de carbone dans les sols, et vraiment le fait de ne pas travailler les sols, c'est une solution. Il y a aussi la question de la qualité des produits. Je suis tellement convaincu par les bénéfices agronomiques des non-travail du sol et d'une alimentation brute pour une activité biologique qui va nourrir mes plantes et qui va faire des plantes vraiment saines. Il faut voir que quand on apporte un compost, principalement, la plante va se nourrir avec des nitrates. Quand c'est des déjections de vers de terre, c'est des ions ammoniaques, et c'est pas le même coût énergétique pour la plante de se nourrir de telle ou telle forme d'azote. Et si on a des taux de matière organique supérieurs à 5, 6, 7% dans les sols, on va avoir encore plus d'acides aminés qui vont pouvoir être directement absorbés par les plantes, et on va avoir des plantes qui vont pousser très vite, en très bonne santé, et en plus avec je le pense, mais ça on attend des recherches, une qualité gustative et nutritive supérieure à ce qui se ferait si la plante mange plus de nitrates que d'acides aminés. Merci Benoît pour cette réponse. N'hésitez pas à réagir, hein. Vous pouvez également, comme tout à l'heure, poser vos questions. On reprendra un petit temps pour échanger tout à l'heure. Et donc j'aimerais maintenant donner la parole à Jean-Guillaume. Jean-Guillaume, quand on préparait ce webinaire, tu as évoqué l'existence tu décrivais ton système et tu parlais de marche à gravir pour évoluer vers d'autres modes de production, notamment le maraîchage sur sol vivant, et d'autant plus dans un contexte de collectif où il y a besoin de discussion. Et donc, j'aimerais te poser la question, comment tu imagines ou comment au sein de votre collectif vous imaginez l'évolution de vos systèmes? C'est difficile à dire. Déjà, je vais forcément m'exprimer de manière personnelle puisque je peux pas parler au nom de mes collègues. On évolue en fait depuis que je suis dans cette entreprise. On évolue. Moi, au départ, j'étais arrivé d'ailleurs pour prendre de l'expérience et m'installer ailleurs, mais au final, je me suis senti bien parce que justement, on avance, au fur et à mesure, on essaye des choses tous les ans. On parlait d'expérimentation tout à l'heure, nous on essaye un peu tout le temps, plein de choses. Donc par rapport au MSV, je pense la marche à gravir, je la vois surtout au niveau technique, parce qu'au niveau matériel, parce qu'il faut qu'on fait avec ce qu'on a et on fait au quotidien ce qu'on peut pour produire et puis pour gagner notre vie. Donc comment on peut changer le matériel, parce qu'il y a des matériels qui est pas forcément adaptés à ça. Je pensais à la planteuse par exemple, j'ai vu des vidéos avec des histoires de chasse débris, de choses comme ça. Donc c'est des solutions vraiment techniques pour le faire au quotidien, ou même des temps de plantation aussi, parce que c'est vrai qu'on gagne du temps sur le désherbage,
Mais je repensais à une visite que j'avais fait avec Xavier Dubroc sur une salade en sous serre en MSV, où justement le seul entorse entre guillemets au MSV qui avait été fait, c'était un petit coup d'air rotatif pour pouvoir planter 3-4 fois plus vite les mottes, et c'était quelque chose qui se rapprochait vachement de ce que nous on fait en fait au quotidien. Donc c'est des choses qui m'ont moi interrogé en me disant mais en fait sur ce qu'on fait, on fait déjà du MSV mais pas surtout, pas tout le temps. Et c'est pour ça que je parlais aussi de mi-chemin, c'est la planteuse bineuse en plein champ, ça ressemble à de l'agriculture bio traditionnelle si je puis dire. Mais les choux dont je parlais avant, c'est typiquement du MSV. Donc la proportion entre l'une et l'autre, je pense elle va évoluer avec le temps. On va passer sur peut-être un peu plus de MSV au fur et à mesure qu'on a ces petites avancées techniques sur chaque culture, et peut-être réduire justement la partie bio plus traditionnelle. Après nous au niveau des apports, c'est vrai comme Julien, on est dans la même région, on n'est pas une région d'élevage, donc au niveau de la paille, au niveau de tout ça, c'est plus compliqué. Enfin, plus grande culture non plus, on n'a pas énormément de paille. Mais nous on a du fumier, donc on va continuer avec fumier, compost, des choses comme ça, du broyat. On peut passer aussi au broyat, mais après ça va être des histoires comme on disait de campagnol et tout. Donc nous c'est au quotidien, c'est ça qui va nous stopper. On a fait une année qui était plus difficile en 2018 parce que justement on s'est lancé dans plein de tests et trop de tests tue le test parfois, et ça fait qu'au niveau du chiffre c'était pas trop ça. Donc nous ça va être une évolution progressive, je pense. Mais Merci vers plus MSV. pour cette réponse et pour nous donner à voir sur l'évolution que tu imagines sur le système et les freins qui peuvent se présenter. Et donc, je propose à notre dernier intervenant maraîcher, Julien, donc cette question, quelle question te pose encore le maraîcher sur sol vivant, d'après tout ce qu'on a pu discuter là depuis 17 heures. Voilà, quelle question tu as encore en tête, quelles questions tu as encore envie de poser? On avait parlé pendant la préparation de ce webinaire de changements d'échelle qui t'interrogeaient, peut-être que tu peux nous en dire plus. Oui, voilà, je peux venir là-dessus. Après, ces pratiques inspirées du maraîchage sur sol vivant, on nous pose des questions tous les jours avec mes collègues à la ferme. Et c'est comme l'ont dit mes collègues, comme le rappelait Stéphane, c'est vrai qu'on essaye de tester des différents itinéraires, différentes façons de faire, et on se pose pas mal de questions. Et donc c'est vrai qu'en élargissant, moi il y a une question qui vient assez vite, qui est la possibilité d'un système de production comme le nôtre à s'élargir à plus grande échelle, et quels pourraient être les blocages. Donc, on est encore en transition, et donc on apporte, comme je disais, beaucoup de broyats qui est apporté sur notre ferme par des camions comme celui qu'on a pu voir sur le diaporama de Benoît. Il y en a beaucoup qui viennent chaque année. On en apporte beaucoup là depuis 1 ou 2 ans parce qu'on voit que ça fonctionne, et donc on en utilise beaucoup. Comme je le disais, ça représente 200 tonnes par hectare à peu près quand on fait un mulch, et ça pose la question de la ressource pour le moment. Donc moi j'ai l'impression qu'on profite un peu de façon opportuniste d'un gisement qui est là. Comme le disait Benoît, la ressource de matière organique pour arriver à nos fins, qui est de stimuler la vie du sol. Il faut prendre la moins chère disponible sur place, pas trop loin. Et on en profite, mais je ne sais pas dans quelle mesure si ces pratiques devaient essaimer autour de nous sur un territoire comme celui du Grand Avignon, avec son bassin de vie et de collecte de broyats de déchets verts. Quelle surface on pourrait imaginer couvrir de broyats, sachant qu'aussi il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu, qu'il faudra donc. Avec le GRAB, on va essayer de valider le fait qu'on fait pas plus de mal à notre sol, ce qui m'étonnerait que de bien en apportant autant de matière organique. Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de fuite effectivement vers les eaux souterraines ou de problèmes qui puissent se poser à long terme. Et ce qu'on espérerait ensuite, c'est pouvoir diminuer ces apports pour en produire de la matière organique nous-mêmes avec plus d'engrais verts, la pratique des engrais verts couchés qu'on n'a pas encore trop abordé chez nous.
Mais n'empêche que au moins pour démarrer, on a besoin de quantités assez énormes sur notre petite surface d'1,5 hectare, et que si ça devait se généraliser, ça représenterait vraiment des gros volumes, j'imagine. Voilà, c'est une question qui se pose. Merci pour cette question ouverte. Donc, ça peut faire partie des questions qu'on embarque avec nous, questions posées à la recherche. Et Alors, là, je vous propose un moment d'échange. Vianney, je vais te laisser reprendre la main. alors, justement, sur ces questions de disponibilité de la ressource, il y a pas mal de questions. Finalement, est-ce que si plus d'agriculteurs devaient utiliser de la matière organique comme ça, issue de déchets verts, voilà, quelle serait la disponibilité? Un peu la question que vient de soulever Julien, qui a d'interroger pas mal de nos 160 participants actuellement. Donc, je ne sais pas si Benoît, tu veux intervenir là-dessus? Comment tu vois les Oui, choses? volontiers. Et Moi, je sachant vois que que la ressource, elle est... Vas-y, Benoît, pardon. Moi, je vois que la ressource, pour le moment, elle est abondante. Et que si on ne l'utilise pas, pour le moment, il y a des déchetteries qui voient ça comme un déchet. Et si on les prend pas pour remettre de la vie dans les sols, eh ben ça va partir dans une usine de bois plaquettes et on va séparer la matière fermentescible pour de la méthanisation. Donc ça, c'est une question. Après, il y a beaucoup de. Après, on peut se poser une autre question, c'est de dire dans les pratiques de l'agriculture biologique classique, on composte les matières. Et en compostant les matières, il y a la moitié du carbone qui part dans l'atmosphère. Alors que quand on apporte une matière brute et qu'elle est digérée au sol, il va y avoir 2 fois plus de carbone qui va aller dans le sol par rapport à l'autre modèle. Donc même s'il y avait une pénurie dans la ressource, c'est-à-dire que la matière organique devient précieuse, l'usage le plus efficient de carbone des matières organiques qu'on aura à disposition serait le compostage en surface et non pas la montée en température avec le compostage comme c'est fait classiquement. Et après, on pourrait aussi se dire, est-ce que quand on a du bois, le bois plaquette, est-ce que c'est nécessaire pour du chauffage ou c'est pas plus intéressant pour l'agriculture? Et de toute façon, là pour le moment, dans les systèmes qu'on voit, c'est qu'à un moment, là, avec des taux de matière organique, dès qu'on a fait remonter les sols en matière organique, et que du coup on peut produire beaucoup de biomasse in situ, on peut se passer après des apports. Tant qu'il y en a, ben on prend, c'est la facilité. Mais après, de toute façon, je pense pas que tout le monde va passer en MSV du jour au lendemain. Et donc du coup, au fur et à mesure, la ressource est disponible, refertilisons les terres, et puis après on pourra se passer de ce type de matière. En tous les cas, il vaut mieux, si on prend pas la matière, ça risque de partir sur d'autres circuits, et donc utilisons-la et essayons de réutiliser toutes les matières qu'il y a, parce que on parle de broyade de déchetterie, mais il y a beaucoup de matières organiques qui sont mis dans les poubelles noires et qui partent à l'enfouissement. Même en Dordogne, c'est déjà énormément de déchets qui pourraient du coup nourrir nos sols au lieu d'être enfouis avec des déchets non recyclables. Je vois, il y a apparemment je crois qu'il est maraîcher dans la région de Chambéry, de Grenoble, qui dit que lui il commence à avoir des soucis de retard des plateformes qui lui livrent. Et il y a aussi une question par rapport à ça. Enfin, si je comprends bien, dans vos réponses, et notamment les tiennes, Benoît, dire finalement, pour démarrer, on utilise des informatifs extérieurs, et petit à petit, plus on va progresser, plus on va pouvoir utiliser couverts végétaux et autres produits sur notre ferme. C'est un peu ça ton... Oui, c'est ça, ouais. Tant D'accord. qu'il y a de la ressource, on la prend, et puis après, s'il y en a moins, faudra la partager et puis essayer de s'en passer au maximum, quoi. Et ça sera possible sur des sols qui sont en capacité de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Et par rapport à ça, en termes de lien MSV et matière organique animale, donc Jean-Guillaume a cité tout à l'heure, a montré des photos d'utilisation de matière organique animale. Le MSV utilise-t-il, ça c'est une question, utilise-t-il aussi les matières organiques ou elles sont finalement uniquement végétales? Est-ce qu'il y a un parti pris ou est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que Benoît toujours? Ah nous on n'en prend pas parce qu'on n'en a pas, mais non, on est ouvert à, je sais pas, je dis on, mais oui, j'ai l'impression que la plupart des maraîchers sur sol vivant sont ouverts à toutes les matières, hein.
Après, c'est sûr qu'un fumier de volaille, c'est pas pareil que du bois, mais si on a du fumier de volaille, ben, on va l'utiliser peut-être pour faire pousser des couverts à 3 mètres de haut et on aura produit du carbone quand même, quoi. D'accord. Et alors, toujours sur les déchets verts, et peut-être que là, ils portent bien leur nom, plusieurs participants soulignent le vide juridique. Donc, vous êtes tous les trois certifiés bio, puisque donc là, en termes d'apport en matière organique, on est bien supérieur à ce qui est écrit dans le cahier des charges, mais qui concerne la matière animale. Du coup, comment est-ce que c'est géré cet aspect apport? Est-ce qu'il y a des difficultés liées aux organismes de contrôle en bio ou pas? Je sais pas qui veut répondre. Non? Est-ce que vous avez vos organismes de contrôle qui vous ont fait des remarques là-dessus? Ou est-ce qu'on a effectivement une espèce de vide juridique entre l'apport d'azote apporté par matière organique animale par rapport à cette végétale? Nous, on n'a pas eu de soucis. Hein. Ouais, nous, on n'a pas eu de soucis non plus. Et puis, si on regarde là, normalement, en apportant des broyats, on devrait avoir des fins d'azote. C'est ça, pour le moment, où on en est au niveau théorique de ce que ça devrait faire sur le sol. Donc, okay. Même réponse que Benoît. D'accord. Oui, et je... Ok. Alors sur les évolutions un peu long terme aussi, dans un peu sous un aspect cycle de vie, il y a plusieurs questions relatives aux bâches, à l'utilisation des bâches, comment la clientèle réagit, combien de temps on met pour les récupérer ou les recycler, question autour du cycle de vie des bâches utilisées. Donc je sais pas qui veut répondre, vous utilisez des bâches différentes les uns les autres, donc on peut peut-être pas faire des généralités, mais comment est-ce que vous... Benoît peut-être? Alors, sur les bâches de toile tissée, ça fait depuis 8 ans qu'on a les premières et elles tiennent toujours bien la route. Je sais pas combien de temps ça va aller, mais par contre, c'est des bâches qui, je crois, n'ont pas vraiment de circuit de recyclage. Après, là, on a récupéré beaucoup de bâches d'ensilage. Donc, la bâche d'ensilage, c'est la récupération de chez un éleveur qui faisait de l'ensilage. Donc, on recrée un petit peu de durée de vie à un produit qui était parti pour le recyclage. Mais après, là, on voit d'autres solutions techniques émerger, comme les plastiques biodégradables, les géochambres et les papiers que j'ai pas vraiment étudié comme question, mais il y a plein de possibilités techniques qui sont en train de s'ouvrir pour peut-être me dépasser cette problématique du plastique, quoi. Jean-Guillaume ou Julien, sur ces aspects-là, comment vous concevez le recyclage de vos bâches? Est-ce que c'est un souci pour vous? Nous, on s'est posé la question et c'est pour ça que justement on était parti sur planteuse bineuse en plein champ au départ. C'était réduire le plastique au moins en plein champ. Sous serre, on a les grands plastiques déjà troués qu'on essaie de réutiliser le plus possible pour justement éviter d'en jeter. Après, on fait aussi du plastique plus épais, le spécial vigne là pour du plein champ qu'on réutilise. Mais sinon, il y a encore du plastique micro-perforé qu'on réutilise pas, qu'on jette et qui nous embête justement sur ça. Mais on a essayé un petit peu du biodégradable, mais le problème c'est que notre expérience, c'est que pour qu'il se dégrade, fallait qu'il soit enfoui, et comme nous on n'enfouit pas, c'était problématique. Et c'est pas nous, ça nous embêtait le côté de voir des morceaux de plastique qui vont partout, ça fait pas bio, même si en bio on a le droit au plastique, c'est pas forcément en lien, mais c'est pas beau déjà avant d'être bio. Ok, merci Jean-Guillaume. Il y avait des questions que vous n'avez pas abordées, et d'ailleurs donc je m'adresse à Julien là. C'est l'apport matière organique végétale donc par l'agroforesterie. Est-ce que tu as déjà constaté soit les haies, soit puisque tu es en verger maraîcher, est-ce que tu considères qu'il peut y avoir aussi un apport important de matière organique végétale par le lien entre culture annuelle et culture, et haies et arbres, quoi? Oui, c'est la théorie, c'est l'espoir. Après, le constater, effectivement, on constate que les feuilles des arbres, des arbres fruitiers, quand elles tombent à l'automne, elles tombent sur les parcelles de maraîchage ou à proximité. Donc c'est forcément de la matière organique qui arrive. Après, je pense que les arbres étant encore jeunes, c'est assez insignifiant. Et puis voilà, malheureusement, beaucoup de Mistral, et des fois, on ne sait pas où les feuilles sont parties. Mais oui, on espère que là, il n'y a pas de constatation de terrain qui pourrait vraiment
de manière sûre comme ça. Enfin, je peux pas confirmer c'est la théorie comme ça ici, mais c'est l'idée. Benoît là-dessus, et d'ailleurs, et en complément, donc c'est Julien Vert qui signale lui l'utilisation de litière forestière fermentée, et il se demande si Alain Goutroy utilise cette technique ou pas. Vianney, juste ce sera la dernière question parce que on arrive bientôt à la fin. Et pour élargir, après j'arrête. Benoît, sur l'apport des arbres et litières forestières fermentées, un avis là-dessus, l'utilisation actuelle. Alors sur les arbres, bah oui, l'arbre c'est essentiel pour créer les sols et les climats, mais à mon échelle, rapidement pour créer du sol, les camions de broyat, c'est quand même s'il faut aller par là. Après, la réflexion sur l'arbre, c'est comment on fait, c'est toutes les réflexions sur quand il n'y aura plus de matière organique ou quand on voudra tous de la matière organique, comment être autonome. Et là, l'arbre, il a tout son rôle à jouer dans la réflexion, quoi. Et sur les fermentations, c'était type des bokashi de broyat, ben on n'a pas. En fait, nous on ne fait pas trop fermenter nos matières organiques, mais c'est vrai que si je devais faire fermenter une matière organique, j'irais sur le modèle de Jampin qui fait qui faisait des meules de broyat saturés en eau et pour essayer d'avoir des produits avec pas trop de nitrate dedans. Alors, je profite de t'avoir juste au micro, Benoît. Une dernière question, mais qui peut-être reprend un peu tout ça. C'est une question qui dit finalement, est-ce qu'il y a le maraîchage sur le vivant est réservé à certains types de sols ou de type pédoclimatique, ou est-ce que finalement on peut envisager que ce type de pratique en maraîchage soit généralisé à tous les types de pédoclimat? Ah bah c'est totalement généralisable puisqu'en fait il y a des forêts et des prairies partout sur la terre presque, donc les sols ça fonctionne grosso modo pareil. Si on met de la matière organique, elle va se digérer et ça va fonctionner. Et l'expérience c'est que la plupart, tous les maraîchers qui se lancent sur ces techniques-là, s'ils font pas des erreurs sur certains points, ben grosso modo ben ça marche ou la première année ou au pire la deuxième ou troisième année, mais après ben, pour ceux qui ont goûté aux apports massifs de matière organique, je pense qu'ils reviendront pas en arrière, quoi. Merci Benoît. Merci. Et donc nous avons dépassé d'une minute déjà. Donc si on veut pas, on pourra pas repasser la parole, enfin la synthèse, Blandine. Et donc je vais de suite passer la parole justement à Guillaume Olivier pour essayer de nous donner une synthèse de cette deuxième partie qui a été riche en Alors, échanges. je vais faire assez vite, parce qu'il s'est dit plein de choses, effectivement. Donc, on voit bien qu'il y a l'idée de moindre travail du sol, même si c'est pas totalement du MSV dans tous ces principes de l'application. On voit une pente générale vers une réduction du travail du sol qui semble assez bien installée dans le paysage, même si on a des incertitudes sur est-ce que le MSV va se généraliser. On n'a que 30% en tout cas des enquêtés des participants au séminaire qui affirment que oui. Mais voilà, il y a quand même dans les exemples qu'on a vus cette préoccupation qui semble bien installée. Et on voit aussi plus largement dans les remontées de terrain quand on fait des enquêtes en maraîchage cette préoccupation. On voit aussi un mouvement de l'association MSV nationale et puis avec ses implantations plus régionales qui sont très actives. En lien aussi avec le mouvement Verte Terre Production ou pour une agriculture du vivant qui sont très actifs sur cette question-là. Donc c'est une question aussi que des organismes plus traditionnels de la bio comme l'ITAB sont aussi amenés à se poser puisqu'ils sont en relation avec des maraîchers qui se préoccupent sur ces questions-là. Mais il y aurait certainement un travail d'enquête plus approfondi à faire sur la place de la question de la réduction du travail du sol et de l'application des principes et des pratiques de MSV à faire. Voilà, je pense en termes d'ici de l'UMT bio et de questions de recherche et de développement. Ça serait peut-être intéressant d'approfondir. Alors sur la question du changement à l'échelle des exploitations et plus généralement à l'échelle collective des territoires, on voit que
malgré tout, la philosophie MSV modifie la vision du sol qui était traditionnellement portée dans la bio classique, avec en particulier un des piliers historiques qui était l'utilisation du compost, hein, qui vient en particulier de chez Howard et ses successeurs, hein, qui est un spécialiste du compost. Donc une remise en cause un petit peu de l'usage et de la performance environnementale du compost, qui a été évoqué ici, mais qu'on trouve aussi dans certaines discussions autour de l'agriculture de conservation et du MSV. Et donc un rapport aussi à la fertilité, à la construction de la fertilité du sol qui diffère un petit peu de cette vision traditionnelle. Donc ici, c'est la question de l'apport massif de matière organique, de l'utilisation des couverts vivants, et qui a aussi plein d'applications du coup en termes techniques de mise en œuvre et de cohérence du système d'exploitation, avec des impacts sur la gestion de l'assolement, l'insertion des engrais verts, des intercultures, la manière de gérer les semis et les plantations, et aussi les effets collatéraux de la mise en place d'un certain nombre de ces pratiques, en particulier sur la gestion des limaces. On avait beaucoup évoqué la question du campagnol, donc qui amène des nouvelles questions qui sont éventuellement des freins au changement, comme on a un peu vu chez Julien ou Jean-Guillaume, en tout cas, qui, du fait de questions, de problématiques locales, par exemple en Provence avec le campagnol ou avec le Mistral, sont des freins à l'application de principes qui ont pu être mis en œuvre ailleurs. Et donc il y a tout un enjeu d'identification de ces verrous et de lever ces verrous qui pose des questions à la fois aux maraîchers à leur niveau individuel et aussi au système de recherche et de développement pour permettre de réduire la prise de risque chez les agriculteurs. Donc on voit qu'il y a, comme assez classiquement, chez les agriculteurs, c'est un métier d'essai-erreur, de mise en place de tests, et donc on est dans une démarche de changement pas à pas, graduel. Donc Jean-Guillaume évoquait la question des marches à gravir, qui sont la rencontre de difficultés techniques liées à des itinéraires techniques ou à des enjeux d'adaptation du matériel, en fonction aussi des ressources disponibles, des ressources financières, des ressources aussi en temps de travail, qui est un élément fondamental dans la gestion des systèmes agricoles, en particulier maraîchers. Et donc, il s'agit de trouver avant tout des solutions pragmatiques au fur et à mesure que les problèmes sont rencontrés. Et là, la recherche et développement a bien sûr un rôle à jouer dans chaque région avec leurs spécificités locales. Il y a aussi ce qu'on a évoqué, un enjeu qu'on qualifie d'écologie territoriale ou de bioéconomie autour de la question de la matière organique, enfin des formes de matière organique en vérité, avec tout un enjeu, aujourd'hui une situation relativement facile d'approvisionnement en matière organique, mais on peut imaginer dans un scénario d'élargissement de ces pratiques tout un enjeu d'identification des gisements aujourd'hui sous-utilisés ou voire mal utilisés de matière organique, donc pour mieux valoriser les potentiels locaux de ces matières organiques, de déchets verts. On peut penser aussi aux déchets aux végétations de bordure d'endurance qui sont aussi un magnifique potentiel qui n'est pas utilisé. Donc pour relocaliser la ressource qui construit la fertilité des sols, avec potentiellement, et ce serait peut-être à étudier, à terme des potentielles tensions sur ces ressources, et aussi du point de vue économique, le passage de la gratuité et de l'informel à éventuellement à un prix attribué à ces ressources et à des enjeux d'encadrement de l'usage, en particulier du point de vue juridique et économique, de l'usage des ressources, qui pose la question de l'établissement de contrats, et qui pose aussi peut-être la question d'outiller les maraîchers pour construire des sortes de marchés qui font ou d'outils qui permettent la convergence de l'offre et de la demande.
et certainement aussi des enjeux de construction de filières organisées autour de la matière organique et des matières organiques, parce que derrière aussi il y a tout un enjeu de spécification à la fois des performances environnementales des différents usages de matière organique et des performances économiques. On a vu que par exemple l'utilisation de telle matière organique avait des conséquences comme sur la limace par exemple. Donc il y a peut-être à mieux serrer la manière dont on peut utiliser ces matières organiques et quelle est la qualité agronomique des différentes matières. Et puis il y avait un élément aussi qui était un peu à relier à l'intitulé du séminaire, qui était le MSV questionne-t-il le bio, donc le bio en référence à l'agriculture biologique en tant que réglementation. Donc la référence à la vidéo de Benoît, c'était par rapport à la question de la rotation culturelle, par exemple, qui n'est pas un impératif en maraîchage sol vivant, en tout cas dans sa pratique, et qui peut être une recommandation faite par les organismes certificateurs. Et donc voilà, peut se poser certains types de questions par rapport à des pratiques innovantes et à une réglementation qui n'a pas anticipé l'existence de ces pratiques innovantes. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup Guillaume pour cette synthèse et puis d'avoir mis en lumière toutes ces questions et ces grands enjeux qu'on devra ou pourra traiter dans un futur plus ou moins proche. Voilà, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Très grand merci aux intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui, de se prêter à cet exercice qui n'était pas forcément évident. Et puis merci à tous les participants. Vialet va vous faire suivre un petit formulaire, une petite enquête assez rapide pour avoir votre retour sur ce webinaire en vue aussi de l'améliorer si on voulait en proposer d'autres. Et si vous avez des idées de sujets ou de thématiques qui font controverse dans le monde de l'agriculture biologique ou autour de l'agriculture biologique, c'est dans ce formulaire, dans cette enquête que vous pourrez nous les soumettre et on regardera ça avec attention. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci.